Chapitre 31. Martin avait rencontré par hasard sa sœur Gertrude dans Broadway, hasard favorable, mais assez déconcertant comme on va le voir. Elle attendait le tram à un coin de rue et vit son frère la première. Elle vit aussi ses traits tirés, fatigués et son regard. Là, désespéré, il était, car le mont-de-piété avait refusé de lui prêter quelques dollars de plus sur sa bicyclette. Le mauvais temps ayant fait son apparition, Martin avait engagé son vélo et retiré son complet noir. « Voilà le complet noir », avait répondu le prêteur sur gage, qui connaissait son actif dans le moindre détail. « Mais si j'apprends jamais que vous l'avez engagé chez ce juif, Lipka ?» Martin, effrayé de la menace sous-entendue, se hâta de répondre. « Non, non, j'en ai besoin, il faut que je le mette. »« Bon, » dit l'usurier radouci, « mais vous n'aurez pas un sou de plus. Je ne veux pas y être de ma poche. »« Mais c'est une bicyclette de 40 dollars, en parfait état, » insista Martin. « Et vous ne m'en avez donné que 7. Non, même pas. 6,25 $, puisque vous avez pris l'intérêt d'avance. Si vous voulez davantage, apportez le complet. » Et Martin était sorti de la misérable boutique, si désespéré que sa sœur en fut frappée. À peine se furent-ils dit bonjour que le tram de Télégraphe Avenue stoppa pour charger une foule de gens pressés. Madame Higginbotham, que Martin aidait à monter, sentant à la pression de sa main qui ne la suivait pas, se retourna sur le marchepied et le visage défait de son frère la navra. « Tu ne viens pas ?» dit-elle, et aussitôt elle redescendit. « Non, je marche. Il faut faire de l'exercice. »« Je t'accompagne un bout de chemin, » déclara-t-elle. « Ça me fera peut-être du bien. Je ne me sens pas dans mon assiette depuis quelques jours. » Martin lui jeta un coup d'œil. En effet, l'allure générale de sa sœur, sa graisse malsaine, ses épaules voûtées, son visage tiré, ridé, sa démarche lourde, n'offraient pas l'image de la santé. « Tu ferais mieux de t'arrêter là, » dit-il au prochain carrefour, où déjà elle reprenait haleine, « et de grimper dans le prochain tram. »« Dieu, que je suis déjà fatiguée !» dit-elle essoufflée. « Je suis aussi capable de marcher que toi avec les souliers que tu as aux pieds. Ils sont si usés qu'ils te lâcheront avant d'arriver à Nord-Auckland. »« J'en ai une autre paire chez moi, » dit-il. « Viens dîner demain, » suggéra Gertrude brusquement. « Bernard n'y sera pas. Il va à San Leandro pour affaires. » Martin secoua la tête, mais ne put réprimer l'expression affamée de ses yeux à la pensée d'un dîner. « Tu n'as pas le sou, Marthe. C'est pour ça que tu vas à pied. De l'exercice. » Elle s'efforça de renifler avec mépris, mais le mépris resta en route. « Attends, laisse-moi voir. » Et, fouillant dans son sac, elle lui glissa une pièce de 5 dollars dans la main. « J'ai oublié de te souhaiter ton dernier anniversaire, Marthe, » murmura-t-elle confuse. Instinctivement, Martin avait refermé la main sur la pièce d'or. Puis, il se dit qu'il ne devait pas accepter et se débattit dans les affres de l'indécision. Cet argent signifiait la nourriture, la vie, la lumière pour son corps et son cerveau. Pouvoir continuer d'écrire et, qui sait, d'écrire peut-être l'œuvre qui lui rapporterait de l'or, beaucoup d'or. Dans son esprit flamboyèrent les titres de 2 essais qu'il venait d'achever, Les grands prêtres du mystère et Le berceau de la beauté. Il les vit sous la table, parmi le monceau de manuscrits renvoyés qu'il ne pouvait plus affranchir. Ceux-là, personne ne les connaissait et ils n'étaient pas inférieurs au reste. Si seulement il avait de quoi les affranchir. Puis la certitude de l'ultime succès s'affirma, il sentit sa faim et, d'un geste vif, il empocha la pièce. « Je te le revaudrai 100 fois, Gertrude, » fit-il avec effort, la gorge contractée, les yeux humides. « Souviens-toi de ce que je te dis. Avant la fin de l'année, je te remettrai dans la main une 100aine de pièces pareilles. Je ne te demande pas de me croire. Attends et tu verras. » Elle n'en crut rien, bien entendu, et un peu gênée, sans chercher à ruser davantage. « Je sais que tu as faim, Marthe, » dit-elle.
Ça se voit tout de suite. Viens manger quand tu voudras. Je t'enverrai un des enfants pour t'avertir quand M. Higginbotham ne sera pas là. Et Marthe, écoute. » Il attendit, mais il se doutait de ce qu'elle allait dire. « Tu ne crois pas qu'il serait temps de te trouver du travail ? » »« Tu ne crois pas à ma réussite ? » répliqua-t-il. Elle secoua la tête. « Personne ne croit en moi, Gertrude, personne, que moi. » Le ton de sa voix était passionné. « J'ai déjà fait du bon travail, beaucoup de bon travail, et tôt ou tard, il se vendra. » « Comment sais-tu qu'il est bon ? » ?»« Parce que... » Il s'arrêta, sentant qu'il était inutile de lui expliquer la raison de sa confiance. « Mon Dieu, parce que c'est meilleur que presque tout ce qui paraît dans les revues. »« Je voudrais que tu sois raisonnable, » dit-elle timidement, mais satisfaite d'avoir deviné ce qui le tourmentait. « Je voudrais que tu sois raisonnable et que tu viennes dîner demain à la maison. » Quand elle fut montée dans le tram, Martin courut à la poste, acheta pour 3 $ de timbres, et plus tard, en allant chez les Morse, il y retourna, fit peser un gros paquet de longues et volumineuses enveloppes, puis les affranchit minutieusement. Ce fut une nuit mémorable pour Martin, car il rencontra Ruth Brissenden. Comment il se trouvait là, de qui il était l'ami, qui l'avait amené, il n'en savait rien et n'eut pas la curiosité de le demander à Ruth. Au premier abord, Martin le trouva superficiel et sans intérêt. 1 heure plus tard, il décida que Brissenden était par-dessus le marché un sauvage, à la manière dont il allait d'une pièce à l'autre, dont il fixait les tableaux et fouillait sans façon dans les livres et les magazines qu'il prenait sur la table ou sur un rayon de la bibliothèque. C'était la première fois qu'il venait dans cette maison, mais sans s'occuper de personne, il finit par se pelotonner dans un profond fauteuil, tira de sa poche un mince volume et s'y plongea, s'isolant complètement du reste de l'assemblée. Tout en lisant, il se passait une main distraite et caressante dans les cheveux. Martin cessa ensuite de l'observer. Plus tard, cependant, il entendit plaisanter avec succès au milieu d'un essaim de jeunes femmes. Le hasard fit que Martin, en s'en allant, rattrapa Brissenden dans la rue. « Ah, c'est vous !» dit Martin. L'autre eut un grognement revêche, mais emboîta le pas. Ils se turent tous deux assez longtemps. « Quelle solennelle vieille carne !» La soudaineté, la virulence de cette exclamation surprirent Martin et l'amusèrent, tout en ne diminuant en rien son antipathie pour le personnage. « Pourquoi allez-vous là-dedans ?» lui lança Brissenden brusquement, après un autre silence. « Et vous ?» riposta Martin. « Ma parole, je n'en sais rien. D'ailleurs, c'est ma première tentative. Le jour est composé de 24 heures et il faut bien le passer d'une façon quelconque. Venez boire quelque chose. »« D'accord, » dit Martin. Il s'en voulut aussitôt d'avoir accepté aussi facilement. À la maison l'attendaient plusieurs heures de gros ouvrages à bâcler avant d'aller se coucher, ainsi qu'un volume de Westman, sans compter l'autobiographie d'Herbert Spencer, dont le tour aventureux le passionnait autant que le plus intéressant roman. Pourquoi perdrait-il son temps avec cet homme qui lui déplaisait ? Ce n'était ni à cause de l'homme, ni à cause de la boisson qu'il avait acceptée, c'était à cause des vives lumières, des glaces, de l'étincellement des cristaux et de l'argenterie, des visages heureux et riants, du brouhaha des voix. Oui, de ça surtout. Il avait besoin d'entendre les voix de ces hommes heureux, arrivés, qui claquent joyeusement leur argent. Il se sentait seul, terriblement seul. Voilà pourquoi il avait sauté sur l'invitation comme la bonite saute sur le chiffon blanc au bout de l'hameçon. Depuis Joe, à Chilliot Springs, et à l'exception des verres de vin qu'il prenait avec l'épicier portugais, Martin n'avait pas mis les pieds dans un bar. La fatigue cérébrale ne lui donnait pas, comme l'éreintement physique, l'impérieux besoin de boire, et il n'en était nullement privé. À ce moment-là, c'est de l'atmosphère du bar dont il eut envie, bien plus que la boisson elle-même. Le gros taux les accueillit. Ils s'étalèrent dans de confortables fauteuils,
burent du scotch et discutèrent. Ils causèrent de bien des choses, chacun à son tour commandant le whisky. Martin, qui avait la tête extrêmement solide, admirait la capacité de son partenaire et s'interrompait parfois pour admirer sa conversation. Il ne fut pas long à découvrir que Brissenden savait tout et à estimer qu'il était le second homme vraiment intellectuel qu'il eût rencontré. Cependant, Brissenden possédait ce qui manquait au professeur Caldwell, la flamme, la flamboyante vision intérieure, le rayonnement spontané du talent. Sa réponse jaillissait comme une source vive. Ses lèvres minces prononçaient des phrases coupantes, cinglantes, d'autres douces, veloutées, de caressantes phrases de beauté et de lumière qui reflétaient tout le mystère insondable de la vie. D'autres fois encore, les lèvres minces claironnaient le tumulte des combats cosmiques et des phrases couleur d'argent lunaire, étincelantes comme un ciel étoilé, qui résumaient toute la science avec des mots de poète. Martin avait oublié sa première impression hostile. Il trouvait enfin ce que les livres lui avaient promis, une intelligence, un homme vivant qu'il regardait avec respect. « Je suis par terre, dans la boue, à vos pieds », se répétait-il. « Vous avez étudié la biologie », dit-il tout haut. À sa stupéfaction, Brissenden secoua la tête. « Mais vous émettez des vérités que la biologie seule peut donner », insista Martin, tandis que l'autre le regardait d'un air vague. « Vos conclusions sont les mêmes. »« Enchanté de l'apprendre, » répondit l'autre. « Il m'est très rassurant de savoir que mes pauvres connaissances m'ont amené à la vérité par un raccourci. Quant à moi, je ne me préoccupe jamais de savoir si j'ai raison ou non. Cela n'a aucune importance. L'homme ne peut jamais atteindre à l'ultime vérité. »« Vous êtes un disciple de Spencer » s'écria Martin triomphalement. « Je ne l'ai pas ouvert depuis mon adolescence, et même alors, je n'ai lu que son éducation. Je voudrais savoir ce que vous savez et l'avoir appris aussi facilement, déclara Martin une demi-heure plus tard, après avoir analysé attentivement le bagage intellectuel de Brissenden. D'un seul coup, vous trouvez la solution juste. Par un raccourci qui tient du prodige, vous arrivez à la vérité. Oui, c'est ce qui inquiétait beaucoup le père Joseph et le frère Dutton, répondit Brissenden. Oh non, ajouta-t-il, je ne suis rien du tout. Un hasard heureux m'a fait faire mon éducation dans un collège catholique. Et vous, où avez-vous ramassé ce que vous savez ? Martin le lui raconta. En même temps, il étudiait Brissenden, depuis sa longue et mince figure aristocratique et ses épaules tombantes, jusqu'à son pardessus jeté sur la chaise voisine, dont les poches bâillaient, déformées par les livres qui les bourraient. Le visage de Brissenden et ses longues mains fines étaient hâlés par le soleil, extrêmement hâlés, ce qui intrigua Martin. Il était évident que Brissenden n'était pas un sportif. Comment le soleil avait-il pu le hâler ainsi ? Quelque chose de morbide se cachait là-dessous, se dit Martin, revenant à l'étude de ce visage étroit, aux pommettes saillantes, aux joues creuses, au nez aquilin, le plus fin, le plus délicat que Martin eût jamais vu. La grandeur ni la couleur de ses yeux n'avaient rien de remarquable. Ils étaient moyens et d'un marron banal. Mais en eux couvait une flamme étrangement complexe, contradictoire. Il défiait, ses yeux fiers et durs à l'excès, et en même temps éveillait la pitié. Et Martin le plaignit, sans savoir pourquoi. « Oui, je suis tuberculeux, » déclara Brissenden un instant plus tard, négligemment, après avoir dit qu'il venait d'Arizona. « J'y ai vécu 2 ans, à cause du climat. »« Vous n'avez pas peur du climat d'ici ?»« Peur ?» Il n'avait mis dans cette interrogation nulle emphase. Mais Martin lut sur ce visage ascétique que cet homme n'avait peur de rien. Les yeux fixes ressemblaient à ceux des aigles. Le nez, aux narines dilatées, défiant, agressif, était semblable au bec d'un oiseau de proie. « Magnifique !» résuma Martin en lui-même. Puis tout haut, il cita le poème. « Sous les coups de massue du hasard, ma tête saigne, mais ne se courbe pas. » « Vous aimez Henley ?» dit Brissenden d'une voix tout à coup tendre et pleine de charme.
Naturellement, je devais m'y attendre de votre part. Ah, Henley, quelle belle âme! Il est au milieu des rimailleurs contemporains, ces rimailleurs de magazines, comme un gladiateur dans un troupeau d'eunuques. « Vous n'aimez pas les magazines ?» questionna Martin, légèrement agressif. « Et vous ?» grogna-t-il d'un ton tellement mauvais que Martin sursauta. « J'écris, ou plutôt j'essaie d'écrire pour les magazines, » balbutia Martin. « Voilà qui est mieux, » répondit l'autre radouci. « Vous essayez, mais sans succès. D'ailleurs, je vois à peu près ce que vous écrivez, et ça renferme un ingrédient qui ne convient pas aux magazines. Il y a des entrailles là-dedans, et les magazines ne tiennent pas cet article. Ce qu'ils veulent, c'est de la lavasse, de la guimauve. Et Dieu sait qu'on leur en procure, mais pas vous. » « Je ne dédaigne pas le travail de mercenaire, » avoua Martin. « Au contraire. » Brissenden s'arrêta, et son œil insolent détailla la pauvreté décente de Martin, passant du nœud de cravate un peu défraîchi, au col légèrement élimé, au coude luisant et à la manchette un tantinet éraillé. Puis son regard s'arrêta à son visage creusé. « Au contraire, c'est le travail de mercenaire qui vous dédaigne. Il vous dédaigne même si bien qu'il n'y a aucune chance que vous parveniez jusqu'à lui. Voyons, mon garçon, mais ce serait vous insulter que de vous inviter à venir manger quelque chose. » Martin rougit si violemment que Brissenden eut un rire triomphant et ajouta : « Un homme rassasié ne se juge pas insulté par une telle invitation. »« Vous êtes diabolique !» s'écria Martin irrité. « En tout cas, je ne vous ai pas invité. »« Vous n'avez pas osé. » »« C'est à savoir. D'ailleurs, à présent, je vous invite. » Brissenden s'était levé à demi, tout en parlant, avec l'intention évidente d'aller aussitôt au restaurant. Martin avait serré les poings, le sang battait violemment à ses tempes. « Attention, mesdames et messieurs, il les avale tout cru, s'écria Brissenden, imitant le bonimenteur d'un fameux mangeur de serpents qui faisait courir tout Auckland à ce moment-là. « De vous, je ne ferai certainement qu'une bouchée, » lança Martin, en toisant à son tour d'un œil insolent la misérable anatomie de l'autre. « Seulement, je n'en vaux pas la peine. »« Si, » réfléchit Martin, « mais c'est l'incident qui n'en vaut pas la peine. » Il éclata de rire, d'un rire bon enfant, sans arrière-pensée. « J'ai été idiot, Brissenden. J'ai faim, vous l'avez deviné. Ce sont des phénomènes fort ordinaires et qui n'ont rien de déshonorant. Vous voyez, je ris des petits préjugés courants de la foule, et puis vous arrivez, et d'un trait juste, acéré, vous me démontrez que je suis moi-même l'esclave de ces misérables petits préjugés. Vous vous êtes cru insulté, hein ? Il y a un instant, oui. Un préjugé de jeunesse, vous savez. J'ai eu cette mentalité autrefois, et il m'en reste encore quelque chose. C'est mon petit musée de fossiles personnels. Mais la porte est fermée maintenant ? Verrouillée. Sûr ? Absolument. Alors, allons manger quelque chose. C'est bien, je vous suis, répondit Martin, qui voulut changer sa dernière pièce de $2 pour payer les whisky. Mais Brissenden, rudoyant le garçon, remit sa pièce sur la table. Martin l'empocha avec une grimace et sentit à cet instant la main de Brissenden se poser avec sympathie sur son épaule. Chapitre 32. L'après-midi suivant, de bonne heure, Maria fut de nouveau révolutionnée par une autre visite pour Martin. Mais cette fois, elle ne perdit pas la tête et introduisit d'abord Brissenden dans le salon des invités de marque, où elle le fit asseoir. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Brissenden une fois chez Martin. « Non, non, pas du tout, » répondit Martin en lui serrant la main. Il lui donna l'unique chaise et s'assit sur le lit. « Mais comment diable avez-vous su où j'habitais ?»« Par les Morse. J'ai téléphoné à Miss Morse, et me voilà. » Il fouilla dans la poche de son pardessus, en sortit un mince volume et le jeta sur la table. « Voilà le livre d'un poète. Lisez-le et gardez-le. » Et comme Martin protestait, « Des livres, qu'est-ce que j'en ai à faire ? J'ai eu ce matin une nouvelle hémorragie.
Avez-vous du whisky ? Non, bien entendu. Attendez. Il disparut. Martin vit sa longue silhouette descendre le perron, fermer la grille et remarqua avec tristesse ses épaules voûtées et sa poitrine rentrée. Il prépara 2 gobelets et se mit à lire le volume de vers, œuvre récente d'Henry von Marlowe. « Pas de scotch », annonça Brissenden à son retour. « Ce brigand ne vend que du whisky américain. En voilà un quart. » « Je vais envoyer un des gosses chercher des citrons et nous allons faire un taudis, » proposa Martin. Puis, désignant le livre en question, « Je me demande ce qu'un livre comme celui-ci rapporte à Marlowe. »« Peut-être $50, » répondit Brissenden. « Mais il peut s'estimer heureux de les toucher et surtout d'être arrivé à persuader son éditeur de le lui publier. »« Alors, il est impossible de gagner sa vie en faisant des vers ? » ?»« Absolument impossible. Il n'y a que les imbéciles pour le croire. Henri Maillan, oui. Regardez Bruce, et Virginia Spring, et Sedgwick. Ils réussissent très gentiment. Mais la poésie, la vraie. Savez-vous comment Von Marlowe gagne sa vie ? Il est professeur dans une boîte à Bachot, en Pennsylvanie. Et de tous les enfers, celui-là a le pompon. Je ne changerai pas de place avec lui pour 50 ans de vie. Et pourtant, ses œuvres tranchent sur la grisaille des versifications contemporains comme une rose parmi des chardons. Et si vous voyez ce que les critiques disent de lui, quels idiots, tous, tant qu'ils sont. Bon Dieu ! Les hommes sans talent ont la rage de juger ceux qui en ont, confirma Martin. J'ai été stupéfié de la montagne d'imbécilité qu'on a écrite sur Stevenson et son œuvre. Des vampires et des harpies, gronda Brissenden en montrant les dents. Oui, je connais cette engeance. Il accable de coups de bec à propos de sa lettre au père Damien. Il l'analysait, le pesait. Il le mesurait à l'aune de leur propre nullité, dit Martin. Oui, c'est ça, bonne définition. Il galvaudait et salissait la vérité, la bonté, la beauté, tout en lui tapotant le dos et en disant « bon chien ». Richard Riff, la nuit où il mourut, les appela les charognards bavards. Il picorait la poussière d'étoiles, continua Martin avec chaleur. J'ai écrit une satire là-dessus, sur les critiques et les revuistes surtout. Ah, faites voir, pria Brissenden avec insistance. Martin déterra donc une copie de Poussière d'étoiles et Brissenden lut en riant sous cape, en se frottant les mains, oubliant complètement de boire son taudis. Vous me faites l'effet vous-même d'une poussière d'étoiles jetée dans un monde de gnomes aveugles, fit-il ensuite. Bien entendu, ça a été enlevé par la première revue. Martin feuilleta les pages d'un petit carnet. Ça a été refusé par 27 revues. Brissenden partit d'un long éclat de rire joyeux qu'une quinte de toux brisa. « Dites, vous n'allez pas me raconter que vous n'avez pas taquiné la muse, dit-il en reprenant haleine. « Montrez-moi quelque chose. »« Ne le lisez pas maintenant, pria Martin. « Parlons plutôt. J'en ferai un paquet que vous emporterez chez vous. » Brissenden partit, emportant le cycle d'amour et la pairie et la perle. Et le lendemain, il revint, saluant Martin d'un « J'en veux encore !» Non seulement il assura à Martin qu'il était un vrai poète, mais Martin comprit qu'il en était un aussi, bien qu'il n'eût jamais essayé de faire publier ses vers. « Qu'ils aillent à tous les diables !» répondit-il à Martin qui lui proposait de s'occuper de faire paraître ses œuvres. « Aimez la beauté pour elle-même et laissez les revues tranquilles. Retournez sur vos bateaux et à votre mère, Martin Eden. C'est ce que je vous conseille. Pourquoi rester dans ces cités malsaines et pourries ? Vous vous tuez à essayer de prostituer la beauté et c'est tout. » Qu'est-ce que vous me citiez l'autre jour ? Ah oui, homme, dernier des éphémères. Eh bien, vous, le dernier des éphémères, avez-vous besoin de gloire ? Si jamais vous l'atteignez, elle vous empoisonnera. Vous êtes trop simple, trop élémentaire, trop rationnel pour réussir là-dedans. J'espère bien que pas une revue ne vous publiera jamais. Il ne faut être esclave que de la beauté. Servez-la et envoyez au diable la foule imbécile. Le succès est là, dans votre sonnet sur Stevenson, qui dépasse l'apparition d'Henley, et dans le cycle d'amour, et dans ses poèmes de la mer.
Ce n'est pas dans le succès d'une œuvre qu'on trouve sa joie, mais dans le fait de l'écrire. Je le sais, et vous le savez aussi. La beauté vous hante. Elle est en vous comme une douleur qui ronge, comme une plaie qui ne veut pas guérir, comme une lame de flamme. Et vous voulez la monnayer ? D'ailleurs, vous ne le pouvez pas, de toute façon. Ce n'est vraiment pas la peine de m'emballer là-dessus. Lisez les revues pendant 10 siècles, vous n'y trouverez pas une seule ligne valant un seul mot de Keats. Laissez de côté la gloire et la fortune. Signez un engagement sur un bateau demain et retournez à votre mère. Il ne s'agit pas de gloire mais d'amour, dit Martin en riant. L'amour ne semble pas tenir une grande place dans votre cosmos. Dans le mien, la beauté est la servante de l'amour. Brissenden lui lança un coup d'œil où il y avait à la fois de la pitié et de l'admiration. « Que vous êtes jeune, mon petit Martin, que vous êtes jeune. Vous volerez haut, mais vos ailes sont d'une gaze bien délicate, d'un duvet bien fragile. Ne les abîmez pas. Mais bien entendu, c'est déjà fait. Le cycle d'amour a été écrit à la gloire d'une femme, et c'est dommage. » « Il a été également écrit à la gloire de l'amour, » répliqua Martin gaiement. « La philosophie de la folie, » continua l'autre. « Les rêves du hachiche m'en ont appris autant. Mais prenez garde, la grande cité, les Philistins vous perdront. Tenez, regardez ce repère de traîtres où je vous ai rencontré. C'est de la pourriture, tout bonnement. Il est impossible de conserver sa raison dans une pareille atmosphère. Il n'y en a pas un seul là-dedans, homme ou femme, qui vaille quelque chose. Ce ne sont que des estomacs guidés par des préjugés intellectuels et artistiques. » Il s'arrêta brusquement, regarda Martin et devina tout à coup la situation. Son visage prit une expression d'horreur stupéfaite. « Et c'est pour elle que vous avez écrit cet admirable cycle d'amour, pour cette insignifiante poupée ratatinée. » Il avait à peine prononcé ces mots que la main de fer de Martin l'avait saisi à la gorge et le secouait furieusement. Mais dans ses yeux, Martin ne vit aucune frayeur, rien qu'une curiosité amusée et railleuse. Redevenu maître de lui, il lâcha prise et Brissenden alla tomber sur le lit où il resta 1 minute, pantelant, cherchant à reprendre son souffle, puis il se mit à rire doucement. « Je vous aurais été éternellement reconnaissant si vous aviez éteint la flamme, » dit-il. « Mes nerfs sont à vif en ce moment, » dit Martin en s'excusant. « J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Attendez, je vais préparer un autre taudis. »« Ah, jeune Hercule, » poursuivit Brissenden, « je me demande si vous appréciez votre physique à sa valeur. Vous êtes diablement fort. Seulement, voilà le malheur. Vous paierez la rançon de cette belle force. » « Que voulez-vous dire » demanda Martin avec curiosité en lui tendant un verre plein. « Tenez, avalez ça. » À cause... Brissenden avala son taudis avec une grimace de satisfaction. « À cause des femmes. Elles vous tourmenteront jusqu'à la mort, comme elles vous ont déjà tourmenté, ou je me trompe fort. Non, il est inutile de m'étrangler. Je dirai ce que j'ai à dire. Il est certain que vous en êtes à votre premier béguin, mais pour l'amour de la beauté, choisissez mieux la prochaine fois. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez faire d'une petite bourgeoise ? Laissez tomber. Choisissez une belle créature de flamme et de volupté qui rit de la vie, se moque de la mort, amoureuse de l'amour. Elle vous aimera autant que n'importe lequel de ces misérables produits des serres chaudes de la bourgeoisie. « Misérable » protesta Martin. « Parfaitement. Misérable et timoré. Timorés devant la vie et confiés dans la petite morale mesquine qu'on leur a inculquée. Ils vous aimeront, Martin, mais ils aimeront davantage leur chère petite morale. Ce qu'il vous faut, c'est le magnifique abandon de soi-même, une grande âme libre, un papillon étincelant et non la petite mite grise. Oh, vous vous fatiguerez vite, d'ailleurs, de ces puérilités féminines, si vous avez le malheur de vivre. Mais vous ne vivrez pas. Vous ne retournerez pas à vos bateaux et à votre mère. Vous traînerez dans ces villes putrides. Plus tard vous pourrirez, et alors vous mourrez. « Sermonnez-moi tant que vous voudrez, » dit Martin, « mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Après tout,
Vous jugez d'après votre tempérament et moi je juge d'après le mien, qui est différent. » Leur vue sur l'amour, sur les revues, sur beaucoup de choses s'opposaient, mais ils se plaisaient mutuellement et Martin éprouvait une profonde sympathie pour son nouvel ami. Ils se virent journellement. Tous les jours, Brissenden venait passer 1 heure dans la petite chambre encombrée. Il apportait régulièrement son quart de whisky et lorsqu'ils dînaient ensemble, ils buvaient du scotch pendant le repas. Invariablement, c'était lui qui payait et c'est par lui que Martin connut tous les raffinements de la nourriture, qu'il but du champagne pour la première fois et du vin du Rhin. Mais Brissenden demeurait une énigme. En dépit de son apparence ascétique, il était, de toute la force déclinante de son sang appauvri, un voluptueux. Insoucieux de la mort, plein d'amertume et de cynisme devant la vie, ce mourant adorait la vie dans ses moindres manifestations. Il voulait jouir de la vie jusqu'à la dernière goutte, vibrer jusqu'au dernier frisson, afin de regagner sans regret ma petite place dans la poussière cosmique d'où je viens, disait-il. Il avait essayé de tous les paradis artificiels, de bien des choses étranges, en quête de nouveaux frissons, de sensations inédites. Il raconta à Martin qu'il avait passé 3 jours sans boire, exprès, afin d'expérimenter les esquisses délices de la soif assouvie. Qui il était, ce qu'il était, Martin l'ignora toujours. C'était un homme sans passé, à l'avenir sombre, à l'amer présent enfiévré du désir de vivre.